Alors sur Automobile Propre, ils ont lancé le doute. Est-ce que la 4L, du coup, de Renault, pipote un petit peu ces petites consos là? Hein? C'est vrai qu'elle a l'air plus efficiente que la R5, mais au final, dans la vraie vie, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément le cas. Renault affirme avoir travaillé sur le poids aérodynamique, permettant de maîtriser le SCX à 0,762 contre 0,746 pour les R5 E-Tech. Donc techniquement, elle est moins aérodynamique que la R5 déjà, ça commence mal là. Les équipes de Renault se sont félicitées d'avoir pu atteindre leur objectif en réduisant un peu de chagrin à la surconsommation du modèle, perte d'autonomie de 4 km seulement. Belle performance, sur le papier. Mais précisons que la marque française compare ici les meilleures données à avoir fait l'objet d'une homologation à l'époque. Une R5 150 chevaux en finition techno et une R4 150 chevaux en finition évolution. À finition techno équivalente, une R4 E-Tech avoue donc 38 kg de plus sur la balance et une surconso de 0,5 kWh au 100, 13 km d'autonomie totale en moins, malgré la présence de volets actifs indisponibles sur les R5 E-Tech ainsi que d'un one pedal. Et de pneus Michelin et Primacy, catégorie A en matière de consommation. Une R4 ne consomme logiquement et officiellement pas moins qu'une R5. Pourtant, malgré les données de WLTP qui ont au moins l'avantage d'être très facilement comparables chez un même constructeur, les équipes de Renault sont unanimes, la R4 consommerait moins que la R5. C'est aussi ce qu'indiquent les experts de la marque à certains de nos confrères lors de la présentation internationale. Voilà qui remet en doute l'utilité de la norme. Pourtant, les premiers relevés de conso dans le monde réel n'ont pas tardé à tomber. Les R4 seraient effectivement bien plus sobres de loin que les R5. Mais alors que nous pensions à l'effet de la météo, bien plus clémente que l'automne dernier, moment où les premières mesures de la R5 ont été effectuées, nous avons, nous aussi, observé une étonnante sobriété lors du super test. Et si nous avons réitéré à plusieurs reprises nos exercices pour ôter nos doutes, nous avons décidé de réunir les deux voitures le même soir pour en avoir le cœur net. Ça, c'est malin, ça. C'est ce qu'il fallait faire. Sur nos différents ateliers de mesure, la R4 a en effet affiché une consommation plus faible de 1,7 kWh au 100, en moyenne par rapport à la R5. Ce qui est pas négligeable quand même. 17,6 la R4, 19,4 la R5 kWh au 100. Même chose sur un tour de périph' parisien à 50 km/h, 8,3 seulement pour la R4, 9,9 pour la R5. Notre liste de relevés est très longue et ce, même sur nos ateliers de mesure réalisés en super test. 21,7 contre 23,2 sur l'autoroute, ou même 14,3 contre 16, parcours mixte, mais encore sur des températures plus chaudes, en protocole où l'écart peut atteindre jusqu'à 2,5 kWh de plus, enfin de moins du coup par rapport à la R5. Mais c'est là que ça coince, la R4 sur la première Renault affichait un très faible écart par rapport à la norme de WLTP, sur le parcours de référence, avec une différence de 9% quand la moyenne du constructeur gravite autour de 21%, soit très exactement l'écart mesuré pour la R5. De quoi tirer la sonnette d'alarme de notre base de données. Voilà qui va nous rappeler notre première prise de tête avec le Nissan Ariya. Oui, alors lui, effectivement, ils ont un peu grugé aussi, Nissan, avec les consos là. C'est en partie grâce aux SUV japonais. Nos méthodes ne laissent désormais plus aucune chance au système des voitures qui passent entre nos mains. Ainsi, on a rapidement remarqué un très sérieux décalage entre la charge réellement consommée et l'appétit communiqué au tableau de bord. En remettant de l'ordre dans notre folle quantité de chiffres compilés lors des mesures différentes, on s'aperçoit donc que la R4 enjolive la réalité avec une consommation inférieure de 2,2 kWh au 100 en moyenne par rapport à ce qu'elle pompe réellement dans la batterie. C'est beaucoup trop. Ah, c'est même limite mensonger en fait. Attention Renault là, ce genre de choses n'est pas tolérable. Les 24% de charge consommée sur un parcours correspondent en réalité à une conso de 20,8 kWh au 100, et non pas 18,4, comme le compteur voulait le faire croire. Même chose sur un parcours mixte où les 33% avalés ne correspondent pas à la conso affichée de 15,2 kWh au 100, mais bien une valeur de 17,4. Ainsi, l'autonomie totale théorique est totalement décorrélée de la charge concrètement consommée. Et là encore, les relevés ne manquent pas. Quand les 3 R5 passés à la loupe par nos soins n'ont présenté aucun écart, les deux R4 différentes ont eu le même comportement. Le tout n'est plus permis. Il y a un problème. Alors soit c'est fait exprès, c'est fait pour enjoliver la réalité, truquer les chiffres et se donner une belle image, soit c'est pas fait exprès, il y a un bug logiciel qui sera corrigé. J'espère que c'est la deuxième solution, qui vont le corriger, que c'est pas fait exprès. S'ils ont fait exprès, par contre, c'est honteux, il faut le dire. Pourquoi avoir fait ça? Pour expliquer ce phénomène, certaines voix de chez Renault ont d'abord attiré notre attention sur la présence d'un mode one pedal et de volets actifs. Un discours qui n'est pas chiffré. Ces deux seuls paramètres n'expliquent pas un gain de surconso important, d'autant que nous avons récupéré la même quantité d'énergie avec les deux voitures sur nos tests de récupération en descente
avec les modes les plus puissants. En se basant sur ce qu'ils ont vécu avec l'Aria, ils ont également pensé au calibrage BMS et à la linéarité de la jauge. Pour rappel, le SUV japonais dispose d'une étonnante réserve d'énergie entre 99 et 100% de charge, ce qui signifie que la capacité utilisable est plus faible que ce qu'elle devrait être, faisant apparaître là aussi une consommation inférieure de 2 kWh au 100 par rapport à une jauge correctement calibrée. Dans le cas de la Renault E-Tech, la Renault 4, nos mesures n'ont relevé aucun problème de ce type. La jauge est parfaitement linéaire et strictement identique à la R5. Enfin, si on pouvait penser que la consommation de la clim n'est pas prise en compte dans le calcul, c'est pas le cas, comme l'ont aussi relevé nos tests. Seule tendance observable, le système oublie simplement de prendre en compte un certain niveau de charge en fonction de la distance parcourue. Les raisons de cet important décalage sont toujours inexpliquées. Il s'agirait simplement d'un mauvais calibrage de l'ordinateur de bord. Rien d'alarmant donc, puisqu'une mise à jour suffirait à corriger le souci. En attendant, la R4 e-Tech enjolive la réalité en oubliant de compter 2,2 kWh au 100 de moyenne. Dès lors, le SUV urbain se targue d'être le plus sobre que la R5, équivalente de l'ordre de 1,7 kWh au 100 à conditions identiques. Et encore avec des conditions plus clémentes. Au final, toujours selon la moyenne des relevés, les R4 consomment près de 0,5 kWh au 100 de plus qu'une R5 équivalente dans les mêmes conditions de roulage, soit très exactement la surconsommation qu'indique la norme WLTP. Le modèle techno épluché au supertest confirme aussi l'écart de 0,3 kWh au 100 en moyenne par rapport à la R5 e-Tech iconique déjà étudiée. On vous l'accorde, ça représente beaucoup de logistique et de prise de tête pour une voiture dont la surconsommation et la perte d'autonomie sont absolument insignifiantes au quotidien, mais c'est plus fort qu'eux. Ils aiment la précision chez Automobile Propre et la justesse des informations quand vous communiquez. Surtout, une voiture ne devrait pas afficher des consommations erronées. Car c'est vrai, ils ont raison, hein, totalement raison. Moi, ça me rendrait fou d'acheter une voiture. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a un peu avec le Kona 1 hein, que j'avais. Hein. J'ai toujours pensé que avant la mise à jour, ça consommait très peu, mais il y a eu une mise à jour et ensuite, je remarquais que ça consomme un peu plus. J'ai toujours pensé que le Kona 1, en fait, il sous-estimait un peu les consos, pareil, un peu que la R4, là. Alors, il consommait toujours moins que le Niro que j'ai maintenant, mais c'était plus proche, déjà, la différence. Mais c'est pas normal, ces voitures-là, qui donnent pas les bonnes consos, je suis désolé, il y a un problème. Si les clients ne devraient pas être terriblement impactés sur la route, l'autonomie restante affichée est fiable, et le taux de charge est une valeur sûre, les autonomies totales calculées qui en découlent ne sont pas réalistes. Quoi qu'en disent secrètement les équipes de la marque, la Renault 4 e-Tech n'a rien de magique. Elle reste donc encore soumise aux lois de la physique et ne consomme pas moins que la R5. Et ce, même si elle est équipée de dispositifs pour maîtriser la surconsommation. Ok, bon. Bah non, je les crois, hein. Franchement, c'est un peu décevant de Renault. Alors encore une fois, on va partir du principe qu'ils n'ont pas fait exprès, j'espère. Mais si c'est le cas, corrigez ça vite, en fait. Parce que bon, et les gens qui aiment rouler en électrique, les puristes, entre guillemets, ils vont voir ça et ils vont se dire, mais c'est incroyable cette voiture. Hein. Ils vont la recommander à tout le monde, en fait, que... Et quand ils vont travailler le sujet et qu'ils vont voir l'article d'Automobile Propre, qu'ils vont faire eux-mêmes des trajets en se disant, oh bah la voiture consomme pas tant que ça, donc on va peut-être faire qu'un arrêt au lieu de deux, par exemple. Eh ben non, paf! C'est la panne sèche. Ou alors le changement de plomb au dernier moment, quoi, pour éviter la panne sèche. Je trouve pas ça normal, franchement. Je trouve pas ça normal. Il faut réagir, Renault, là. Qu'en pensez-vous de cette affaire, encore, là? Bizarre, non?